Can the live stream now start? Thank you. Excellent. Well, good morning. Bonjour, c'est le matin ici aux États-Unis. Je vous souhaite la bienvenue à la réunion en ligne de la commission défense et sécurité. Je suis à Ohio et j'aurais aimé accueillir la commission tout entière dans ma ville natale, là où on a signé l'accord de paix pour la Bosnie. Donc, j'aurais aimé être avec vous. J'aimerais remercier le secrétaire international et vous tous aussi d'avoir pu modifier notre façon de travailler pour qu'on puisse avoir cette réunion en ligne. Je pense que les choses ont fonctionné. Nous avons pu avoir une discussion, un dialogue et j'espère que nous allons pouvoir continuer. Comme vous le savez, normalement, nous avons une réunion sur 2 jours et nous essayons de limiter le temps que vous passez en ligne. Donc, nous allons avoir 2 réunions de 2 heures et j'espère que vous trouverez cela utile. Aujourd'hui, nous avons avec nous le ministre de la Défense grec. Nous aurions tous, bien sûr, aimé, hem, pouvoir accepter l'hospitalité de la délégation grecque. Demain, nous allons parler du rapport principal, de cette, commission, la modernisation militaire, de la Russie, présenté par le sénateur, Perrin et le docteur Richard Connolly va nous faire une présentation et nous allons parler aussi des investissements, dans le Covid, 19 dans le domaine de la défense suite au Covid-19 et je vais maintenant donner la parole, à Ethan qui a quelques remarques d'intendance. Merci monsieur Turner. J'aimerais rappeler à tous les participants que les documents pour notre réunion d'aujourd'hui et de demain sont disponibles sur, la page SharePoint de la session annuelle de l'Assemblée parlementaire auquel vous avez tous accès. Et les documents sont aussi disponibles sur, cette page Kudo dans l'onglet Documents. Notre, programme est extrêmement chargé et donc pour que nous puissions arriver jusqu'à la fin, j'aimerais vous demander de rester concis pour vos commentaires. Je vous remercie à l'avance. Pour que nous puissions avoir un échange d'idées sans problème, nous préférons que vous utilisiez un casque avec un micro intégré. Nos interprètes sont ici pour nous aider à communiquer, de manière efficace et le mieux, c'est d'avoir, une bonne qualité audio pour la communication. J'aimerais aussi vous rappeler que les réunions seront diffusées en direct sur YouTube et seront aussi partagées sur nos plateformes, médias à des fins de promotion. Si vous souhaitez faire une observation ou poser une question, il faut appuyer sur le bouton Request the floor, un bouton que vous devriez bien connaître. Pour ce qui est du vote, nous venons de faire un essai et nous allons avoir un vote, le long de la journée et veuillez noter que votre accès au vote pendant les réunions DSC sont fondées sur les informations qui ont été fournies au secrétariat, de la part de votre secrétaire de délégation. Si vous avez le droit de voter, eh bien, vous devriez savoir quelle adresse mail utiliser pour procéder au vote. Si vous n'avez pas utilisé la bonne adresse mail, il faut se déconnecter et se reconnecter. Si vous rencontrez des difficultés pendant cette réunion, n'hésitez pas d'envoyer un message dans le chat opérateur dans la partie messagerie et nous allons faire de notre mieux pour vous aider. Et si vous avez une question sur les procédures adoptées pour le vote, vous pouvez contacter les personnes chargées du processus de vote à l'adresse suivante: vote@nato-pa.int et je redonne la parole à notre président. Merci, Ethan. Nous avons plusieurs points à aborder avant de donner la parole au ministre. Tout d'abord, une discussion sur les élections qui vont avoir lieu demain. Il y a plusieurs postes, vacants et nous avons eu plusieurs candidatures. Si vous souhaitez vous porter candidat, veuillez en informer Ethan avant 18 heures aujourd'hui pour qu'on puisse organiser un vote. Pour notre commission, nous avons 2 postes vacants pour, vice-président, Nicu de la Roumanie et Utku de la Turquie. On on dit qu'ils souhaitaient, heu, remplir ces postes. Pour les 2 postes de, vice-président,
Ensuite, pour la sous-commission pour les capacités de sécurité et de défense de l'avenir, il y a un poste vacant et nous avons un candidat, Pierre-Hugues Boisvenu. Et pour, la sous-commission sur la défense la coopération en matière de défense et sécurité transatlantique, nous avons Jean-Charles Larsonneur qui agit en tant que rapporteur par intérim depuis que Sir Nicholas Holmes a pris sa retraite. Il a exprimé son intérêt pour ce poste. Et ensuite, il y a aussi 2 postes, au sein du Conseil interparlementaire Ukraine-OTAN. Et monsieur, Fikri Isik de la Turquie a dit qu'il s'est porté candidat pour l'un de ces postes. Et n'hésitez pas à envoyer votre candidature à Eason avant 18 heures aujourd'hui. Ensuite, je vais demander à la commission d'adopter le projet d'ordre du jour. Et nous allons, profiter de cette occasion pour, vérifier si le système de vote fonctionne. Donc, je vais vous demander de voter si vous, adoptez ou refusez ou vous vous abstenez s'agissant de cet ordre du jour. Et il y aura un compte à rebours pour ce vote. Donc je vais demander à Eason maintenant de, procéder au vote. Tout le monde a 1 minute maintenant pour voter. Ethan, on my screen, I don't have. Eason, sur mon écran, je ne vois pas le minuteur, donc dites-moi combien de temps il reste. 20 secondes, dit Eason. Thank you very much. Please close the vote. Merci beaucoup. Veuillez clôturer le vote et veuillez le publier. Monsieur Turner, heu, le projet d'ordre du jour est adopté. Maintenant, je vais demander à la commission d'adopter les comptes rendus des 3 dernières réunions, notre session annuelle, à Londres et de nos 2 réunions en ligne en juillet et en septembre. Donc encore une fois, s'il vous plaît, Ethan, si vous pourriez procéder, au lancement du vote. Veuillez lancer le vote pour l'adoption des, comptes rendus et le minuteur. Fifteen seconds left. Il reste 15 secondes. Merci. Est-ce que le secrétariat international de l'Assemblée parlementaire pourrait clôturer le vote et annoncer les résultats, s'il vous plaît? Merci. Oui, donc 13 ont voté pour. Très bien, les comptes rendus sont adoptés. Ensuite, nous avons l'examen des commentaires du secrétaire général de l'OTAN. Nous allons donc maintenant passer à l'examen de ces commentaires sur les résolutions qui ont été adoptées par notre assemblée l'année dernière. Y a-t-il des commentaires sur les réponses du secrétaire général? Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? S'il n'y a personne, eh bien, ils sont adoptés. Nous allons maintenant passer au ministre, de la Défense nationale de la République hellénique et je vais donner la parole à la chef de la délégation grecque. Je vais lui donner la parole dans un instant. Tout d'abord, merci beaucoup, heu,
de nous avoir offert votre hospitalité. Malheureusement, nous n'avons pas pu, nous rendre en Grèce, mais je remercie le ministre d'avoir démontré son dévouement vis-à-vis de ce sujet en étant présent avec nous aujourd'hui et je donne maintenant la parole à, Marietta, chef de la délégation grecque. Marietta, veuillez demander la parole et ensuite je pourrai vous mettre à l'écran. Monsieur le président, cher Mike, chers collègues, c'est un réel, plaisir de vous présenter le ministre de la Défense nationale, un grand ami, monsieur Nikolaos Panagiotopoulos, aujourd'hui en Grèce. Nous fêtons la journée nationale des forces armées. Et l'équilibre des puissances internationales sont en train d'évoluer et l'ordre libéral international est de plus en plus sous pression. De plus, avec les frontières entre la sécurité intérieure et extérieure devenant de plus en plus fluides et l'instabilité croissante du voisinage de l'OTAN, la coopération est devenue un pilier aujourd'hui pour l'OTAN. Monsieur le ministre, je pense que les membres de cette commission aimeraient connaître les priorités de défense de la Grèce dans le contexte de l'OTAN. Et donc, je donne maintenant la parole à monsieur Panagiotopoulos. Merci Marietta, chers collègues, mesdames et messieurs, c'est un réel, plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour la 66e, réunion de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Je suis impatient de vous parler avec vous, quels sont les p le ce que nous sommes en train de faire pour adapter notre système de défense et quelles sont les priorités pour mon pays et pour l'Alliance. J'aurais bien voulu pouvoir vous accueillir ici à Athènes en personne. Malheureusement, à cause, de la pandémie, cela n'a pas été possible. Mais essayons de profiter de cette, réunion en ligne pour avoir un débat fructueux. Tout d'abord, heu, tous les ans, le 21 novembre, comme, Marietta l'a mentionné, nous fêtons la journée nationale des forces armées. C'est une journée où on rend hommage aux hommes et aux femmes de nos forces armées, ce qui contribue directement non seulement à notre pays, mais à la région tout entière et cela nous permet aussi d'avoir des forces armées efficaces. La Notre mission est de faire tout ce que nous pouvons pour rendre nos forces plus fortes et capables de mener à bien notre mission pour, défendre notre pays, notre souveraineté et nos frontières. Et les forces armées aussi de mon pays contribuent aussi à l'alliance. Chers collègues, notre adhésion à l'OTAN en 1952 et notre adhésion au sein de l'Union européenne ont été des jalons essentiels et cela nous a mis au sein des institutions occidentales. L'Assemblée parlementaire de l'OTAN est extrêmement importante pour veiller à ce que les alliés puissent continuer de défendre les valeurs et les principes qui sont la pierre angulaire de notre alliance. Je pense que nous sommes tous d'accord que nous vivons des moments turbulents, des moments où il y a beaucoup de changements et je pense que ce serait logique que je commence à parler de l'environnement de sécurité actuel dans ma région qui malheureusement s'est dégradé cet été et nous sommes maintenant dans une phase extrêmement dangereuse.
Et nous avons l'article numéro 1 qui est extrêmement important et de résoudre les différends de manière pacifique et de ne pas faire appel à la force. Et il faut que ce que nous faisons soit conforme avec, ce que fait les Nations unies. Les forces armées helléniques ont été à un niveau d'alerte élevé tout au début à cause de ce qui se passait dans la Méditerranée orientale. Non pas à cause d'un pays lambda, mais à cause d'un pays allié. Il est important qu'il y ait un dialogue constructif et pertinent entre les 2 pays alliés, et nous avons aussi eu l'intervention du secrétaire général. Mais malheureusement, nous avons eu le vaisseau de recherche qui est rentré dans nos eaux territoriales. Il y a eu un incident le 12 septembre, nous avons commencé des pourparlers, pour ce qui est des négociations techniques. L'interprète s'excuse, mais le son est au maximum et elle n'entend pas, le ministre correctement. Mechanism. However, before the beginning of these discussions and the exploratory talks at the level of the ministers of foreign affairs aiming at the delimitation of the continental shelf and exclusive economic zone of the two countries, this ally proceeded to an uncalled for provocation in breach of the provisions of the deconfliction mechanism, with the research vessel resuming its operations in the same area, but this time much closer to Greek islands, to Greek territory, and with a full set of escort naval units sailing alongside it. This behavior is indicative of how words in support of dialogue are refuted by deeds. When we talk, I'd say that it's proper that we back up our talking with actions or Mr. Minister, yes. I'm very sorry to interrupt you, sir. We have lost translation because we cannot hear your audio very well. Is there a way you could have your volume turned up, please, sir? Yes, I'll do that. Thank you very much. Is it better now? Not really. Perhaps if you could find if you have a headset or if the volume on your system could be turned up a little bit, please, sir. Okay. Any progress? Sounds a bit louder. Yes, sir. Okay. Can we try a little more, just a bit more if possible? Sorry for the inconvenience. Thank you for your patience, sir. Oh, it's okay. Perhaps if you raise your voice as well a little bit, that would assist with the volume, sir. Okay, I'll try to do that. I think it's a little bit better now. I understand how important it is to get across I think all those that are listening to us. yes, sir. It's a little better, and I'm assuming we can roll with this. Yes, sir. Thank you very much. Okay. Well, let me resume from where from exactly. Well, I was referring to our allies' behavior that is indicative of how words in support of dialogue were actually refuted by deeds. And I explained that when J'ai expliqué que lorsque quelqu'un prend la parole, il faut aussi agir ou dans ce cas-là, ne pas agir parce que sinon, c'est un comportement qui manque de sincérité et indique aussi les intentions réelles. Cela affecte la crédibilité de l'alliance s'agissant des intentions et cela crée des doutes aussi quant à la valeur ajoutée du mécanisme de déconfliction et la poursuite des discussions quand il y a eu une militarisation de la zone suite
une décision prise par cet allié. Mais on ne peut pas... On peut demander un dialogue sur la délimitation de la zone alors qu'on nous met devant un fait accompli. crisis in August and its handling Nous avons eu la crise du mois d'août et nous avons cette nouvelle crise maintenant. Nous essayons de faire preuve de retenue, mais tout en assurant une détermination d'assurer les opérations. Cela dit, il faut bien voir les conséquences non seulement pour la stabilité de la Méditerranée orientale, mais aussi pour la cohésion de l'Alliance. Ce comportement est contraire aux obligations au titre de l'article 1 du traité de l'Arctique Nord, puisqu'il ne s'agit pas d'un règlement pacifique des différends. Bien au contraire, ceci ressemble à tout sauf à un règlement pacifique des différends. Malgré ces événements, nous restons engagés en faveur du dialogue avec tous les pays de la région et avec tous les alliés. Mais il ne faut qu'il y ait aucun doute sur le fait que ce dialogue, et notamment les discussions techniques sur les mécanismes de déconfliction, doivent s'inscrire dans le droit international et non pas être basés sur de l'intimidation, des menaces et autres comportements de ce type. C'est pourquoi nous appelons à cesser tout acte de provocation pour que les parties puissent négocier de bonne foi. Et c'est l'appel qui a été lancé par le secrétaire général Stoltenberg et qui nous a demandé de revenir à un comportement raisonnable. Malheureusement, pour l'instant, ces appels n'ont pas été entendus. Alors, je voudrais parler maintenant de façon plus générale de la dissuasion et de la défense de l'OTAN. Tout d'abord, je voudrais souligner que mon pays reste engagé à respecter l'engagement pris au sommet du Pays de Galles pour les investissements en matière de défense, malgré les difficultés liées à la pandémie et les conséquences que nous continuons à subir de la crise économique. Nous sommes engagés à consacrer 2% de notre PNB à notre budget de défense et aussi d'atteindre le deuxième objectif qui est de consacrer 20% de ce budget aux équipements et aux acquisitions et aussi de remplir nos objectifs capacitaires. Pour ce qui est de la troisième orientation qui nous a été donnée, nous allons continuer à être présents en Irak, en Afghanistan, dans les Balkans et dans toutes les opérations maritimes, dans la Méditerranée, en mer Égée, dans la mesure de nos capacités. L'Alliance nous demande d'en faire davantage pour les missions et les opérations. Et j'ai souvent dû souligner qu'il faut regarder la dissuasion nationale et le fait que nous avons des forces armées nationales qui doivent rester en état d'alerte pour les raisons que j'ai expliquées en début de cette intervention. Si nous avons bien sûr de grandes préoccupations sécuritaires avec ces défis provenant à la fois du sud et de l'est, et notamment le problème des flux migratoires importants. Nous avons essayé de protéger les frontières de la Grèce et de l'Union européenne, mais nous sommes face à une situation sans précédent et la situation est très difficile malgré le soutien que nous recevons de la part de nos partenaires. Pour certains alliés, les flux migratoires est considéré comme une responsabilité nationale et l'OTAN ne souhaite pas s'impliquer dans ces questions. Mais si l'on regarde
les conséquences dans le domaine de la sécurité de ces flux migratoires illégaux. Il faut tenir compte de la réalité des choses. Et il est donc très difficile de comprendre pourquoi l'OTAN ne veut pas s'intéresser à un sujet et dont dépend la cohésion et le respect des démocraties dans nos sociétés. Et c'est ce qui a été dit très clairement lors de la dernière réunion ministérielle de l'OTAN, avec notamment le risque d'infiltration de combattants de l'État islamique parmi les flux des migrants. L'activité en mer DG peut jouer un rôle important et devra être renforcée. Et il faut que les pays apportent les moyens nécessaires, avec notamment le nouveau plan d'opération du SACEUR. Nous sommes très intéressés par le processus de réflexion en cours pour l'OTAN 2030. Il faut absolument trouver des solutions pour garder notre cohésion en restant dans le respect du droit international. Et il ne faut pas hésiter à dénoncer toute action unilatérale qui sont contraires aux objectifs de l'Alliance et de sa cohésion. Et dans ce contexte, il faut s'en tenir à la règle du consensus pour la prise de décision. Sinon, cela va créer des divisions entre alliés. Ça sera beaucoup plus difficile de légitimiser nos actions vis-à-vis de l'opinion publique et de la communauté internationale. Si nous souhaitons que nous devons renforcer la dimension politique de l'Alliance en travaillant avec l'Union européenne, une organisation qui a toute une gamme d'outils qui sont essentiels pour garantir la sécurité en Europe. Et nous devons utiliser au mieux les déclarations conjointes de 2016 et 2018, ainsi que le plan d'action en 74 points. Tous les pays membres des deux organisations doivent pouvoir participer à ce processus. Il faut respecter les mécanismes de prise de décision des deux organisations. Nous devons également intensifier nos relations avec nos partenaires en les invitant notamment à participer à des réunions de haut niveau et avec davantage de visites dans les pays partenaires, que nous procédions à des exercices et des entraînements avec eux pour renforcer leurs capacités et renforcer l'interopérabilité. Et ce, notamment dans la région de la mer Égée. Pour ce qui est de la Russie, nous pensons que l'approche double doit être poursuivie malgré les obstacles. Il ne faut pas renoncer aux efforts faits pour revigorer le Conseil OTAN-Russie. En conclusion, je voudrais souligner que la force de l'OTAN et sa capacité à s'adapter et à réagir aux défis et menaces sécuritaires émergents et nouveaux. Au début, c'était l'Union soviétique, ensuite le terrorisme, puis la Russie, la Chine, les cybermenaces et demain, la propagande, l'infox et les menaces de l'intérieur. L'OTAN a toujours trouvé la force pour répondre à ces défis. Nous devons continuer à le faire. Je vous remercie. Monsieur le ministre, merci beaucoup pour ces commentaires et de votre participation virtuelle à cette réunion. Ethan a la liste des individus qui
souhaite intervenir. Alors, nous avons Sandra Poupa, secrétaire générale de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Good afternoon. Can you hear me? See me? Okay, good afternoon, Mr. Turner. Good afternoon. Bonjour à tous, Monsieur Turner, Monsieur le ministre. Excellent presentation. Mr. Turner, when you opened this meeting, you mentioned that Monsieur Turner nous a indiqué que il est connecté depuis Dayton, Ohio, et c'est l'anniversaire de la signature des accords de Dayton. Donc, je voudrais poser une question sur la sécurité dans les Balkans occidentaux et leurs perspectives sur cette situation et les engagements vis-à-vis des Balkans occidentaux et l'avenir de la politique de la porte ouverte dans les Balkans occidentaux. thank you very much again for being with us this afternoon. Et merci encore de votre présence. Monsieur le ministre, oui, il va sans dire que nous sommes tout à fait en faveur d'une plus grande sécurité dans les Balkans occidentaux. La sécurité repose sur deux piliers. Tout d'abord, l'adhésion à l'OTAN et puis également à l'Union européenne. Et si ces deux conditions sont remplies, cela permet d'avoir un avenir meilleur pour tous les pays de cette région qui ont connu leur part de difficultés et de malheurs par le passé. Mais le passé est derrière nous, nous devons maintenant nous tourner vers l'avenir. Et l'avenir pour les Balkans occidentaux consiste à adhérer à l'Alliance atlantique et à l'Union européenne. C'est ceci qui permettra de s'assurer que les pays des Balkans occidentaux vont pouvoir rejoindre les démocraties occidentales. La Grèce est attachée à la mise en place de relations de bon voisinage avec tous ces pays. Je pense qu'il y aura un avenir bien meilleur pour tous ces pays des Balkans occidentaux à cette condition. Donc, je voudrais réaffirmer une fois de plus notre attachement à des Balkans occidentaux stables et sécurisés, et nous ferons tout notre possible pour appuyer les pays concernés, pour les aider à avancer vers l'OTAN, l'Union européenne et la communauté des démocraties occidentales. Merci, Monsieur le ministre. Cette signature historique, effectivement, entre le Kosovo et la Serbie a pu avoir lieu il y a quelques mois à Washington. Alors, il y a eu plusieurs demandes de parole de la part de représentants du Royaume-Uni. Oui, effectivement, nous avons Monsieur Alex Shelbrook. Monsieur le ministre, merci beaucoup pour cet exposé qui nous donne beaucoup de matière à réflexion. Pour ce qui est de la défense de vos frontières face à la migration illégale provenant du Sud, est-ce que vous avez l'intention que l'article 42 de la politique de la coopération permanente structurée soit utilisé plus que d'autres politiques pour contrôler les migrations illégales? Eh bien, j'estime que l'Europe doit être davantage impliquée de façon générale. Malheureusement, le fardeau pour ce qui est de gérer les flux d'immigrés vers l'Europe
repose sur les épaules de seulement 2 ou 3 pays, la Grèce étant au premier plan. Et pas dire que nous sommes pris en otage, mais nous avons notre géographie que nous ne pouvons pas changer. Et puis il y a l'Espagne et l'Italie, donc les pays du flanc sud de la Méditerranée qui ont dû endosser l'essentiel de ce fardeau. C'est pourquoi il est clair que l'Europe, de façon générale, doit être davantage impliquée pour qu'il y ait un partage de ce fardeau. Si cela avait été le cas dès le début, eh bien, les choses auraient été beaucoup plus simples pour gérer ces flux migratoires et pour ce qui est de régler tous les problèmes qui en découlent. L'OTAN peut contribuer à préserver des opérations de surveillance aux frontières avec les pays qui sont en première ligne sur le territoire de l'OTAN. Et à ce titre, c'est pourquoi j'ai souligné l'importance des activités en mer Égée. Nous avons besoin des yeux et des oreilles, des moyens de l'OTAN pour pouvoir suivre ces flux migratoires vers la Grèce et aussi pouvoir lutter contre les réseaux de traite de personnes et de trafic qui profitent de la situation malheureuse des migrants et des réfugiés. Je pense que les moyens de renseignement de l'OTAN doivent voir si ces malheureuses personnes sont militarisées, instrumentalisées pour obtenir des bénéfices géopolitiques du fait de ces activités bien malheureuses. Il faut bien comprendre cette situation pour pouvoir organiser et mettre en place une réaction, une riposte face à cette situation. En conclusion, il faut que cela soit une combinaison de davantage de réactivité de la part des pays européens avec un partage du fardeau et une surveillance de la situation et des pays de l'OTAN qui ont des capacités de surveillance qui sont forcément bénéfiques pour obtenir de meilleurs résultats. Ethan, nous allons entendre la question suivante, oui, de la part de Lord Campbell du Royaume-Uni. Monsieur le ministre, merci beaucoup pour votre exposé. J'aimerais vous poser une question concernant la position de votre gouvernement concernant le concept stratégique de l'OTAN. Comme vous le savez, notre concept stratégique prévoit que notre dissuasion soit à la fois nucléaire et conventionnelle, ce qui se rapporte au domaine traditionnel air, mer, terre. Mais nous avons maintenant des défis provenant de l'espace et également du cyberespace. Est-ce que le gouvernement grec considère que nous devrions envisager de réviser notre concept stratégique pour tenir compte de ces évolutions? Oui, tout à fait. Je pense que la nature même des défis sécuritaires émergents et des menaces émergentes et leur mutation perpétuelle, leur évolution. J'ai parlé des flux migratoires, j'ai parlé du terrorisme et des réseaux terroristes qui réussissent à infiltrer ces réseaux migratoires et ces flux migratoires, ce qui crée de nouveaux défis sécuritaires. Il y a aussi les cybermenaces, les cyberattaques. Et très clairement, il y a tout ce qui est lié à la propagande, la désinformation, les infox provenant de régimes autocratiques. Donc c'est une menace tout à fait réelle. domain, which is, I would say,
Et puis, il y a également le domaine spatial qui est un domaine d'avenir en ce qui concerne la planification de l'OTAN et sa présence dans ce domaine avec un certain nombre de défis juridiques et autres qui sont inhérents à ce domaine. Il est donc impératif que l'OTAN s'adapte, qu'elle évolue. Et comme je l'ai dit dans ma conclusion, cela a toujours été la force de l'OTAN. Nous devons veiller à ce que cette force soit maintenue avec la capacité d'évaluer, de reconnaître, de détecter tout nouveau défi à la sécurité et de faire ce qui s'impose pour pouvoir s'y adapter. Je dirais que dans l'ensemble, il est souhaitable d'adopter une approche globale. On parle généralement d'approche à 360 degrés. Il s'agit d'une approche qui répond aux besoins et aux exigences de toute menace qui émane de toute direction possible, y compris du flanc sud. Je crois que le flanc sud de l'Alliance est un flanc très sensible à l'heure actuelle, de par toutes les menaces internes qu'il présente. Il est important de ne pas mettre en péril la cohésion interne de l'OTAN. Cela doit être notre toute première priorité. Et nous devons ouvrir les yeux, comprendre cette menace et nous adapter, comme je l'ai dit, avec réalisme et faire tout ce qui sera nécessaire pour maintenir nos capacités et notre adaptabilité. Ethan, nous avons une intervention de Utku, représentant turc, qui a demandé la parole. Lord Campbell a demandé à nouveau la parole, je crois. Il a peut-être une deuxième question. Utku. Bonjour, Monsieur le Président. Permettez-moi de vous saluer ainsi que tous les membres de la commission. Il est effectivement malheureux que nous n'ayons pas pu nous réunir en Grèce. Interruption de la connexion Internet. J'aimerais non pas poser une question mais formuler un commentaire. La quasi-moitié de l'intervention du ministre concernait la Turquie, même si celle-ci n'a jamais été nommée explicitement, en abordant un certain nombre de différends au sein de l'OTAN, ce que nous avons toujours évité, et nous continuons à éviter de le faire, même si certains alliés ont choisi d'adopter un comportement tout à fait différent. Les tensions actuelles auxquelles le ministre a fait référence sont causées par des actions unilatérales. Interruption du son, précise l'interprète. La connexion est trop mauvaise. Nous n'entendons pas l'intervenant. Le son est interrompu. Le ministre précise qu'il aimerait beaucoup entendre la teneur du commentaire. Puis-je poursuivre demande Utku. Dès le début, la Turquie a rappelé l'importance d'une solution équitable dans la région sans préconditions et sans violer le droit des Turcs et de la partie turque de Chypre, en rappelant également que la Turquie continuerait à rappeler, à défendre ses droits ainsi que les droits des Turcs chypriotes. La Turquie est toujours ouverte au dialogue, mais on ne peut pas en dire autant en ce qui concerne la Grèce. Les provocations continuent, notamment en ce qui concerne le statut démilitarisé des îles dans la mer Égée orientale et la mer Méditerranée orientale. La Turquie a toujours dit qu'elle était ouverte au dialogue, à la coopération, sur la base d'une solution équitable qui tiendrait compte des droits des deux parties chypriotes et de la sécurité dans la Méditerranée orientale. Cela fait longtemps que nous appelons à l'organisation d'une conférence sur la Méditerranée orientale, ce qui permettrait de mettre en place un mécanisme inclusif de coopération entre toutes les parties. L'initiative de déconfliction dont vous avez parlé et dont le secrétaire général, M. Stoltenberg, a parlé et qu'il a mis en place est une initiative que nous appuyons. Il s'agit d'un moyen qui permettra de prévenir les incidents dans la région. Et
c'est un appel que nous lançons à l'OTAN, à nos alliés également. Nous souhaitons encourager et promouvoir le dialogue dans cette région pour la paix, la sécurité et la stabilité. Merci. Je crois que ça n'était pas une question, mais permettez-moi de réagir néanmoins et de formuler quelques commentaires suite à l'intervention de notre très cher collègue. Alors, très bien, nous n'avons jamais insinué que nous étions contre le processus de dialogue. Bien au contraire, nous sommes très favorables au dialogue. Et c'est également ma conviction personnelle très forte. La Grèce et la Turquie doivent se parler pour trouver une compréhension mutuelle, pour résoudre et surmonter leurs différends. Ceci étant, ce dialogue ne doit pas avoir lieu sous certaines conditions, sous la coercition. Dans le cadre du déploiement des flottes des 2 pays, alors même que certains navires continuent leurs activités tout à fait polémiques dans des territoires qui sont aujourd'hui revendiqués par, les 2 pays. Le Russes aujourd'hui navigue dans des eaux qui font partie de notre plateau continental, c'est ce que nous disons. La Turquie n'est pas d'accord et voilà, nous sommes dans une situation de différend et en situation différent, quelle est la solution? On s'assoit autour de la table et on parle. On ne sort pas ça, on ne lance pas sa flotte, on s'assoit à la table de négociation et du dialogue. En tout cas, c'est ce que font de bons voisins et ce que devraient faire des alliés également au sein de l'OTAN. Donc faisons-le, mais dans des conditions définies qui soient amicales, non pas des conditions de confrontation. C'est ce que j'essaye de dire et c'est ce que dit simplement le gouvernement grec. Et donc, c'est la voie à venir, à suivre à l'avenir. Et dans les conditions actuelles, qui sont marquées par une rhétorique belliqueuse, des déclarations hostiles, un harcèlement permanent, des actions de provocation, un comportement déstabilisateur, cela n'est pas possible. Donc il faut dialoguer de bonne foi et selon un principe de bon voisinage. Pour ce qui est de l'argument selon laquelle lequel la Grèce ne remplit pas ses engagements de démilitarisation dans un certain nombre d'îles, eh bien, je pourrais dire que, en ce qui concerne les 2 îles de Lesbos et Lemnos, qui relèvent, non pas du traité de Lausanne, mais du traité de Monterrey. On peut également revenir au traité de Paris qui, a marqué le transfert de souveraineté de l'Italie à la Grèce de ces 2 îles et nous ne sommes pas contraints à tout autre traité juridique et en ce qui concerne, le traité de Lausanne, eh bien, je dirais que la présence militaire se poursuit, tout simplement parce que le traité de Lausanne ne parle absolument pas de présence militaire, mais exclut uniquement la construction de bases navales sur ces îles et c'est tout à fait différent. C'est une chose tout à fait différente. Et on pourrait poursuivre ces arguments toute la journée. Ceci étant, je m'en tiendrai à un argument très simple. Afin de maintenir une certaine présence militaire dans ces îles, nous devons, eh bien, continuer ces activités pour faire face à une menace militaire. Une menace militaire qui est inhérente à la réalité selon laquelle notre allié maintient des forces militaires significatives, dans la région. Alors, je ne comprends pas très bien pourquoi ce pays maintient cette présence militaire accrue, heu dans la région, outre le fait qu'ils ont peut-être des vues sur, ces îles en question et nous devons donc nous défendre, défendre notre droit tout en nous conformant au droit international et le droit qu'a chaque pays à défendre sa souveraineté et ses droits est un droit absolument inviolable conformément au droit international et c'est ce que nous essayons de faire. Maintenant, s'il y a une modification quelconque, dans
le maintien des forces militaires des 2 parties, eh bien parlons-en, nous sommes prêts au dialogue, mais tant que nous serons face à cette présence directe, eh bien nous devons bien sûr mettre en œuvre tous les moyens pour défendre nos droits souverains et c'est très clair. Encore une question, monsieur le ministre, si vous nous le permettez, Ethan? Jean-Charles Larseneur de la France prendra la parole. Monsieur le ministre, merci. L'adhésion aux valeurs communes qui nous animent tous et les standards élevés que les alliés sont tenus de respecter sont le socle sur lequel est bâtie notre alliance. Grâce à eux et de concert avec des partenaires capables, motivés, nous pouvons faire de la région euro-atlantique au sens large un espace de sûreté, de sécurité pour nos concitoyens, mais aussi nos voisins. En premier rang de ces valeurs, je place la cohésion et la complémentarité. Le partage des charges en matière de dépenses de défense repose sur 3 piliers d'égale importance, les piliers budgétaires, capacitaires et opérationnels. En effet, l'engagement pris en 2014 et endossé par tous les alliés lors du sommet spécial de mai 2017 mentionne également l'impératif de développer des capacités adéquates et interopérables, ainsi que la nécessité de déployer ces dernières quand cela est nécessaire. En matière opérationnelle, nous avons un exemple évident et je partage votre conviction. Par le passé, l'OTAN et l'UE ont su coopérer dans un même but, le respect des vies humaines, l'application des résolutions des Nations Unies. Aujourd'hui, les discussions se poursuivent sur la collaboration entre Sea Guardian et Irini, le beau mot grec pour paix. Et ce sera ma première question. Comment ces deux organisations, l'OTAN et l'UE, peuvent-elles faire mieux ensemble en Méditerranée? En outre, en matière de capacité, la clé de voûte, c'est l'interopérabilité. C'est ce qui permet d'éviter les doubles emplois, de mettre en commun les ressources et de créer des synergies entre tous les alliés et chaque fois que possible avec les pays partenaires. Il n'est pas nécessaire d'avoir les mêmes équipements militaires. L'essentiel est que les équipements puissent partager des services communs et qu'ils soient en mesure d'interagir, de communiquer et d'échanger des données et des services avec les autres dispositifs auxquels ils sont connectés. Et ce sera ma deuxième question. Comment la Grèce met-elle en pratique cette exigence de l'OTAN? Enfin, alors que nous sommes à quelques jours de la ministérielle de l'OTAN et donc d'un échange sur le processus OTAN 2030, il me semble qu'une discussion sur le renforcement de la cohésion et de l'unité de l'Alliance, impliquant le renforcement des processus de consultation et de coordination politique entre alliés est nécessaire. Et bien que le respect de la souveraineté des alliés et la recherche du consensus demeurent les principes clés du fonctionnement de l'OTAN, la cohésion de l'Alliance ne peut être maintenue à tout prix. Je vous remercie. Mr. Turner, we have Mr. one last Minister, before you Monsieur le ministre, avant de vous donner la parole pour votre réponse, j'avais dit que ce serait la dernière question, mais je crois que nous avons encore une demande d'intervention de la part de monsieur Perrin. Monsieur Perrin, souhaitez-vous prendre la parole? be our last questioner, then, Mr. Minister, and you can answer both of them together. Il s'agira de la dernière question. Senator Perrin, are you He's joining us? taking a second. He's There we coming go. right now. Excellent. Yeah. Je ne sais pas si vous m'entendez, moi je n'ai pas de son. Très bien. No, On vous entend we très bien. cannot. En fait, quand Oh, yes, go ahead. Yes, we l'interprétariat fonctionne, je n'ai absolument pas de son. Ça ne marche pas. Très bien. Allez-y, monsieur. J'y vais. Donc, monsieur le ministre, bonjour. Merci en tout cas pour vos propos qui ont été extrêmement intéressants. J'aurais quelques interrogations à formuler. J'aimerais d'abord savoir quelles sont les attentes de la Grèce sur la réforme politique de l'OTAN qui a été engagée sous la houlette du secrétaire général. Quel rôle est-ce que vous voyez au Conseil de l'Atlantique Nord à l'issue de cette réforme? Des groupes de déconfliction nous semblent nécessaires. Est-ce aussi votre analyse? Et enfin, pensez-vous que, que des groupes de travail, sans remettre le moins du monde en cause le consensus, qui doit rester le mode de décision du Conseil de l'Atlantique Nord, puissent se mettre en place pour permettre aux pays qui le souhaitent d'avancer sur des questions précises et pour alimenter notre alliance? Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le ministre.
Alors, j'essaierai de répondre, même si mon français n'est peut-être pas aussi bon que mon anglais, mais j'ai néanmoins pu, je crois, saisir, l'idée générale de la question. Alors, l'OTAN est avant tout une communauté d'intérêts de nature stratégique qui s'appuie sur des valeurs et des idées communes. Voilà comment est advenue l'OTAN. Le respect du droit international, par exemple, de bonnes relations de voisinage, notamment entre alliés, le besoin de se défendre et de protéger la démocratie occidentale face à tout type de menaces et de défis. Voici les valeurs centrales et les principes politiques qui sous-tendent cette alliance. Alors bien sûr, au sein de chaque famille, nous connaissons tous parfois des différends, des tensions. Ceci étant, au fil du temps, ces différends trouvent des solutions entre alliés de bonne foi et la vie continue. C'est également ce qui a lieu au sein de l'OTAN. Ceci étant, nous devons faire en sorte que chacun observe ses valeurs et ses principes fondamentaux, en rappelant que c'est ce qui nous lie. Et de cette manière, je crois que cela nous préservera un avenir radieux qui nous permettra de faire face à ces différents types de menaces et de défis. Nous devons partager ensemble, nous devons assumer ensemble le fardeau qui revient à chacun d'entre nous. Une alliance militaire, bien sûr, doit s'appuyer sur le partage du fardeau, sur la réalisation d'objectifs, les investissements de défense et les technologies. Et je crois que c'est la seule voie à suivre pour aller de l'avant. Et nous devons également toujours être particulièrement attentifs aux moyens de renforcer notre cohésion. Nos collègues français se souviendront probablement d'un incident au large de la côte libyenne avec un navire allié qui réalisait une mission de l'OTAN et qui tentait de faire respecter l'embargo sur les armes imposé sur la Libye, a été visé par un autre navire allié. Et cela, bien sûr, n'a pas beaucoup contribué au renforcement de notre cohésion interne. Cela a mené à un incident public entre ministres. Cela a débouché également sur un certain nombre d'explications, de justifications des deux parties. Et cela n'a pas beaucoup contribué à notre objectif de renforcement de la cohésion interne au sein de l'Alliance. Et donc, nous devons tous être particulièrement attentifs au fait qu'il existe au sein de l'Alliance un équilibre très précaire et nous devons faire en sorte que cet équilibre ne soit pas perturbé. Alors, que fait mon pays pour tenter de contribuer à notre stratégie en pleine évolution? Alors, chaque fois que des propositions sont faites, nous sommes toujours présents pour participer à la réflexion, pour attirer l'attention sur les nouvelles menaces et nouveaux défis. Nous rappelons systématiquement l'importance de la protection du flanc sud et nous sommes toujours au rendez-vous lorsqu'il s'agit de maintenir des forces armées à un haut niveau de capacité et d'interopérabilité, et en assurant également, en assumant notre part de responsabilité financière. Donc, la Grèce a toujours été un bon soldat qui s'est toujours mis au service de l'Alliance, tout en respectant les principaux principes et valeurs de cette alliance qui, heu, l'ont fait naître et qui garantira son avenir. Donc il s'agit d'une obligation qui nous revient à tous en fonction de nos capacités, en fonction bien sûr de nos principes communs. Nous devons toujours être attentifs, rigoureux, répondre présent en ayant à l'esprit l'avenir, en collaborant ensemble de bonne foi et selon
les principes du droit international et des bonnes relations de bon voisinage. Monsieur le ministre, permettez-moi de vous remercier pour vos commentaires, votre participation à la discussion. Nous sommes tous heureux, bien sûr, de compter sur votre présence, même si nous aurions préféré, bien sûr, aller à Athènes et nous espérons pouvoir poursuivre le dialogue avec vous à l'avenir. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. And now we'll continue the Nous allons continuer notre réunion. Comme vous le savez, il nous reste encore 3 points à l'ordre du jour. Tout d'abord, il s'agit du rapport spécial de notre président Attila sur le rôle essentiel de l'OTAN face à la pandémie de Covid-19. Ensuite, nous allons passer à notre rapporteur du Portugal, où nous allons parler de l'initiative de renforcement des capacités de défense et des capacités de sécurité, CIR rapportant. Et ensuite, nous aurons la présentation de Jean-Charles sur les principaux défis au maintien de la paix et de la sécurité dans les Balkans occidentaux. Attila a fait la présentation de son rapport mercredi, mais nous devons aborder cela aujourd'hui. Et à titre personnel, j'aimerais le remercier d'avoir assumé la présidence de l'Assemblée parlementaire. Il a fait un excellent travail, un, mo- un moment extrêmement difficile avec le Covid-19. Et donc, nous allons pu continuer de fonctionner, d'avoir nos réunions. Donc, Attila, je vous donne la parole. Merci beaucoup pour ces propos chaleureux. Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce rapport parce que nous avons eu un débat détaillé la dernière fois. Il y a eu plusieurs questions et nous avons pu préciser les différents éléments. Donc, je vais laisser les choses telles quelles. Merci beaucoup. Mais bien sûr, s'il y a des questions ou des commentaires, je suis à votre disposition. Alors, nous allons procéder à l'approbation de ce rapport. Personne pour l'instant n'a demandé la parole. Isen, est-ce que vous pourriez me le confirmer, s'il vous plaît? En effet. Donc, je vais demander au secrétariat de la paix de lancer le vote. Merci, Monsieur le Président, d'avoir assumé ces fonctions et merci aussi pour le rôle de leadership que vous avez joué. Nous allons commencer le processus de vote pour votre rapport. Can now close the poll, sir. Nous pouvons maintenant clore le vote. Très bien. Isen, est-ce que vous pourriez nous donner les résultats, s'il vous plaît? Oui. Est-ce que quelqu'un pourrait publier les résultats pour moi, s'il vous plaît? Je ne les vois pas. Le rapport est adopté. Il y a eu 19 votes pour et une abstention. Merci, Monsieur le Président. Merci pour ce rapport. Il a été adopté. Nous allons maintenant passer à Lara du Portugal, qui va nous présenter son rapport sur l'initiative de renforcement des capacités de défense de l'OTAN. Laura, si vous demandez la parole, nous pourrons vous la donner. Et ensuite, nous donnerons la parole aux membres qui souhaitent commenter ou poser des questions. Bonjour et merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est un plaisir d'être à cette réunion.
Je suis désolée que nous ne puissions pas nous voir, en Grèce, mais malheureusement avec, la pandémie, cela n'a pas été possible. Avant de vous présenter mon rapport, j'aimerais noter que j'ai reçu plusieurs amendements pour mon rapport de la part des délégations turques et ukrainiennes. Il s'agit de modifications d'ordre rédactionnel mineurs qui ne modifient pas le sens, de mon rapport, mais il y a un moment où les amendements se chevauchent au paragraphe 47 et je vais accepter l'amendement turc qui est de supprimer la dernière phrase du paragraphe et c'est la Russie soutient aussi un une autre région séparatiste, heu, en Moldavie, la région autonome de Golgazie. Je vais maintenant commencer ma présentation, à moins qu'il n'y ait des objections. Allez-y, madame. Chers collègues, tout d'abord, j'aimerais remercier tout le monde de rejoindre cette séance virtuelle. Malgré cette pandémie globale, notre Assemblée continue de travailler pour renforcer la coopération transatlantique et pour réaffirmer aussi notre engagement partagé vis-à-vis de nos valeurs communes. Ce projet de rapport actualisé reflète les discussions que nous avons eues lors de notre réunion de juillet, ainsi que les différents amendements qui ont été soumis par les délégations. Je souhaite souligner aussi que du personnel autant impliqué dans la formulation et la mise en œuvre de l'initiative DCB nous ont aidés pour faire des recherches pour ce rapport. Leur connaissance, pratique a été essentielle pour façonner, le résultat final et je les remercie de leur aide. Chers collègues, dans le rapport spécial de notre commission, nous avons démontré que l'OTAN a joué un rôle critique pendant cette pandémie. Les alliés ont non seulement soutenu, d'autres alliés, mais ont aussi trouvé des moyens de soutenir des partenaires, régionaux en leur fournissant des, f moyens médicaux essentiels. Aujourd'hui et les efforts de soulagement de la crise font partie de ce que les alliés font pour, développer leur, engagement avec leurs partenaires. Leur engagement à long terme est fondé sur le développement des capacités de défense des alliés partenaires, notamment en ciblant leurs forces armées, car les alliés pensent que cela n'aide non seulement les forces armées des pays partenaires à devenir plus efficaces et interopérables avec les forces armées de l'Alliance dans leurs missions et opérations, mais cela leur permet de maintenir la paix et la sécurité au niveau national et dans leur région. Les efforts de développement de capacités de défense de l'OTAN sont essentiels pour les efforts de projection de stabilité de l'Alliance. Comme on le montre dans ce rapport, l'initiative de développement des capacités de défense qui a été annoncée au sommet du Pays de Galles de 2014 est l'un des piliers clés de cet effort. Le besoin d'avoir un programme un programme de coopération sécuritaire est clair, surtout depuis 2014, car une Russie révisionniste essaye de remettre en question la paix et la sécurité en Europe avec son intervention en Ukraine. Et au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, nous pouvons voir aussi des défis de sécurité considérables à cause des conflits civils et la violence des groupes terroristes. L'effet boule de neige de ces développements de sécurité dans le voisinage proche de l'OTAN a une incidence directe sur la sécurité de l'Alliance. Pour essayer d'aider les partenaires clés dans le voisinage proche de l'OTAN, l'initiative DCB vise à travailler avec certains partenaires stratégiques pour rendre plus robustes leurs institutions de défense ainsi que leurs forces armées, les rendre plus efficaces, plus résilientes aussi, et des voisins forts le long de la frontière de l'OTAN est essentiel pour la paix, la stabilité et la prospérité. L'OTAN a signé des accords de coopération en matière de DCB avec la Géorgie et la Jordanie en 2014, la Moldavie et l'Irak en 2015 et la Tunisie en 2018. Chaque paquet est adapté aux besoins de chaque pays. À l'OTAN, on utilise le terme un pays, un plan pour
exprimer ce processus qui est axé sur la demande et correspond aux besoins de chaque pays. Avec, ces paquets DCB, il y a, des conseils stratégiques qui sont fournis, l'entraînement des forces, mais aussi d'autres types d'aides spécialisées telles que la manière d'intégrer et maintenir et déployer des équipements militaires. Tout d'abord, il faut que nous démontrions un soutien fort de la part des parlements pour ce qui est de cette initiative DCB de l'OTAN, car cette ouverture en matière de sécurité coopérative est essentielle pour notre défense collective. Il y a des dangers clairs et présents autour de l'Alliance, que ce soit les incursions russes en Géorgie, en Ukraine ou les conflits en Syrie et en Libye. Deuxièmement, l'Assemblée parlementaire de l'OTAN devrait essayer de voir comment mieux coopérer avec l'OTAN sur les paquets DCB. En tant que parlementaire OTAN, nous avons les connaissances et l'expertise nécessaires pour leur fournir des contributions utiles. Par exemple, nous sommes bien placés pour partager les bonnes pratiques en matière de contrôle parlementaire pour les forces armées. Les forces militaires des pays doivent soutenir les intérêts des citoyens et la composition aussi de ces forces armées doit refléter la diversité de chaque pays. Troisièmement, dans notre rapport, nous exigeons davantage de transparence de la part des gouvernements alliés et en matière d'aide de sécurité bilatérale fournie aux pays qui ont signé un accord DCB avec l'OTAN, car si nous partageons mieux les informations, le programme serait plus efficace et nous pouvons aussi éviter toute redondance qui ne soit pas nécessaire. Quatrièmement, le soutien pour l'initiative DCB doit être maintenu en t comme, étant une priorité stratégique. Chaque paquet DCB bilatéral est critique et pertinent d'un point de vue stratégique. Chaque partenariat mérite un soutien politique et, si cela est possible, un soutien financier aussi de la part des alliés. Cinquièmement, dans notre rapport, nous exprimons, hem, le fait qu'il est important de se concentrer sur les paquets DCB, par exemple en Géorgie. Il serait intéressant de voir comment augmenter la portée et la profondeur de la coopération de sécurité conformément heu, au fait que la Géorgie souhaite devenir membre de l'OTAN. Dans le rapport, on conseille aussi qu'il y ait un partenariat encore plus proche avec la Jordanie, un oasis de stabilité dans la région du Moyen-Orient où il y a énormément de conflits. Nous devons aussi continuer de travailler avec la Tunisie car, c'est un pays démocratique, en Afrique du Nord. De plus, dans notre rapport, on conseille d'envisager de renforcer la coopération avec, l'Irak, un pays qui se trouve à un moment charnière, en ce qui concerne la reconstruction de son pays. La Moldavie aussi est un partenaire important pour l'Alliance. Il est important que des réformes, que se poursuivent dans leur secteur de sécurité, car cela est lié aux réformes, démocratiques, en Moldavie. Et enfin, dans ce rapport, nous encourageons l'OTAN à envisager un paquet DCB pour l'Ukraine. Nous nous félicitons dans ce rapport de la reconnaissance de l'Ukraine par le Conseil de l'Atlantique Nord comme étant un partenaire à opportunités renforcées. Grâce à ce nouveau statut, l'Ukraine peut participer dans davantage de programmes tels que les exercices OTAN, le partage du renseignement et les consultations politiques. Et dans le droit fil du partenariat OTAN-Ukraine, hem et ce paquet DCB qui devrait être signé avec, l'Ukraine, hem, Kiev souhaite moderniser et renforcer ses institutions de défense, et je pense qu'il est important que l'OTAN joue un rôle pour protéger l'Ukraine de la guerre hybride, de la Russie. Et je pense aussi et dans ce rapport, on dit aussi que ce paquet DCB pourrait dissuader la Russie s'agissant de son comportement militaire dans la région de la mer Noire, car cela pourrait affecter la liberté de navigation des pays alliés. Je vous remercie de votre attention et j'espère que, vous avez trouvé la présentation intéressante et j'espère aussi que vous trouvez que les recommandations sont utiles. Et j'aimerais aussi remercier, Ethan pour, tout ce qu'il a fait pour m'aider avec ce rapport. Merci beaucoup.
Monsieur Turner, si vous pourriez redemander la parole, nous vous l'accorderons dès que nous pouvons le faire. Notre président est hors ligne. Peut-être qu'il rencontre des problèmes, techniques. Monsieur Turner, si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez demander la parole pour qu'on puisse vous remettre à l'écran? Merci. Lara, on va vous remettre à l'écran aussi et dans ce cas, je vais passer au premier intervenant pour, Lara. Ah si, monsieur Turner est là. Oui, désolée Lara, j'avais plus du tout de connexion internet ici, mon samedi matin au bureau, mais heureusement, j'ai pu me reconnecter. Merci beaucoup pour votre présentation. Il s'agit d'un sujet extrêmement important, étant donné aussi la nature des différents pays dans lesquels, ce programme DCB a été mis en œuvre. Vous avez aussi souligné dans votre rapport qu'en plus, de mener des réformes dans le domaine de la de sécurité, il y a aussi beaucoup d'instabilité dans certains de ces pays avec, lesquels l'OTAN a un partenariat. Ethan, je vois que certaines personnes souhaitent intervenir. Est-ce que vous pourriez commencer à leur donner la parole? Oui? Tout d'abord, nous avons Camille Aydin de la Turquie. Monsieur le président, Ethan, cher, rapporteur, chers amis et collègues, j'aimerais vous saluer de l'autre côté de la mer Égée, donc, d'Ankara, et je dois vous avouer que vous me manquez beaucoup. J'aimerais remercier Lara et j'aimerais féliciter notre rapporteure pour l'excellent travail qu'elle a fait. Ce rapport est très complet et servira de fil directeur pour, le travail à venir de notre assemblée. Il y a quelques jours, j'ai soumis 4 petits changements au rapport et tous ces amendements visent à corriger et préciser certains éléments d'information. Mais si je ne me trompe pas, j'ai déjà entendu que ces amendements ont été, acceptés par, Lara. Donc j'aimerais remercier le rapporteur à nouveau. Enfin, c'était des corrections mineures de toute manière, mais en tout cas merci et je vous souhaite très bonne continuation. Ethan? Oui, maintenant nous avons le colonel Bob Stewart du Royaume-Uni. Est-ce que vous m'entendez? Très bien et je suis heureux de vous voir. Oui, Lara, merci beaucoup pour votre rapport, hein, qui était très intéressant. Vous venez tout juste de mentionner le fait que vous pensez que l'OTAN devrait réfléchir à ses relations avec, les pays du Moyen-Orient. Enfin, vous avez parlé de la Jordanie et de l'Irak. Le Royaume-Uni, par exemple, a des relations très proches avec, la Jordanie, comme vous le savez probablement et je pense que, nous sommes nombreux aussi à avoir des relations avec le gouvernement irakien. Comment anticipez-vous la coopération de l'OTAN avec, les pays du Moyen-Orient? Est-ce que ce seraient des relations telles que le partenariat pour la paix ou enfin, comment pensez-vous que, cette coopération pourrait être établie? Oui, Lara, je vous redonne la parole. Merci beaucoup. Tout d'abord, j'aimerais remercier mon collègue Camille pour, ce qu'il a dit. Je pense que c'est toujours important d'avoir des suggestions et des amendements de la part de toutes les délégations car, cela permet d'enrichir le rapport. Donc merci beaucoup et comme je l'ai dit, précédemment,
ces amendements seront intégrés dans mon rapport. Et pour mon ami Bob, merci beaucoup pour ces questions. C'est une question très intéressante, mais aussi, difficile. Mais je dirais que, comme on peut le voir dans ce rapport, ces initiatives où nous pouvons augmenter, par exemple, le nombre d'exercices conjoints, où nous pouvons permettre aussi à ces pays de partager du renseignement avec nous est très important. Donc voilà les domaines dans lesquels nous pouvons augmenter notre coopération avec le Moyen-Orient. has excellent armored forces. La Jordanie a aussi des forces armées excellentes, prêtes à travailler avec les pays alliés. Nous nous sommes rendus en Jordanie il y a 1 an et demi et c'était très intéressant de voir le travail en cours, par exemple, avec leurs forces spéciales. Donc l'importance de la coopération avec la Jordanie doit être soulignée et c'est un travail qui se poursuit au fil des ans. Donc merci beaucoup et j'espère que nous pourrons revenir sur tous ces sujets en nous rencontrant en personne. Ethan, y a-t-il d'autres demandes de parole? Oui, et nous avons Andrew Wallace de l'Australie. Andrew, vous avez la parole. Bonjour d'Australie, il est 1 heure du matin. Je ne vais pas parler trop fort pour essayer de ne pas réveiller ma famille. Donc, suite à ce qui a été dit par le colonel Bob Stewart, je voudrais dire que m'étant rendu en Afghanistan il y a environ 1 an, j'ai pu rencontrer le président Ghani qui était très préoccupé par le retrait des forces américaines, la réduction du nombre de forces américaines en Afghanistan. Donc j'aimerais savoir quel est le rôle que vous voyez pour l'OTAN, sachant que le président Trump souhaite que l'ensemble des forces américaines soient retirées d'ici à janvier prochain. Donc je pense que cette question est plutôt pour moi-même, dit Mike Turner. Effectivement, il y a tout un débat en cours aux États-Unis puisque tout le monde n'est certainement pas d'accord avec cette réduction de la présence américaine, étant donné la situation sécuritaire en Afghanistan, mais aussi en Irak. Et si l'on regarde les implications sécuritaires pour nos forces, donc il y a des discussions en cours au Sénat et à la Chambre des représentants et nous verrons comment les choses évoluent. La nouvelle administration Biden n'a pas encore exprimé publiquement sa position pour janvier prochain, mais nous espérons certainement qu'il n'y aura pas de mesures irréversibles d'ici là et nous verrons ce qui va se passer. Lara, souhaitez-vous ajouter quelque chose? Oui, j'ajouterai simplement que les alliés sont entrés en Afghanistan ensemble et souhaitent se retirer également ensemble. Ethan, y a-t-il d'autres interventions? Non, si ce n'est pas le cas, alors nous allons clore le débat et nous allons voter pour adopter le rapport. Ethan, est-ce que vous pouvez lancer le vote pour l'adoption du rapport? Ethan, nous ne vous entendons pas. Oui, je vous prie de m'excuser. Il y avait en fait une autre question et il nous reste quelques minutes. Oui, oui, tout à fait. Donc c'est Youssef Messar d'Algérie, si je ne m'abuse. Pour certains et bonsoir pour d'autres. La question que je voudrais poser est concernant le type de partenariat que vous voulez avoir avec l'Algérie, le pays que je représente, et éventuellement la Tunisie. Voilà, merci.
Lara? Oui, merci. Eh bien, je dirais que nous aimerions avoir davantage de coopération avec l'Algérie. C'est tout à fait important. Nous savons que, bien sûr, il appartient au gouvernement algérien de décider de l'étendue de cette coopération, mais nous espérons que le gouvernement algérien va le souhaiter pour que cette coopération puisse s'approfondir. Et concernant la Tunisie, eh bien, à ce stade, nous avons aussi cette initiative DCB et nous souhaitons là aussi renforcer le partenariat existant. Voilà ce que je peux ajouter sur ce point. Merci beaucoup, Lara. Merci à tous pour la discussion sur le rapport. Nous allons donc maintenant lancer le vote. 30 secondes de plus puisque le vote avait déjà commencé. Bien, nous allons clôturer le vote et publier les résultats. Ethan, alors nous avons un résultat qui nous permet d'adopter ce rapport. Merci beaucoup. Bien, nous allons maintenant passer à Jean-Charles Larsonneur avec son rapport sur les défis clés pour préserver la paix et la sécurité dans les Balkans occidentaux. Si vous voulez demander la parole, Jean-Charles, nous allons vous donner la parole tout de suite. Vous avez la parole. Permettez-moi de vous féliciter parce que je suis ravi de voir que vos électeurs vous ont à nouveau fait confiance et reconduit à une large majorité. Mes chers collègues, c'est avec grand plaisir que je présente aujourd'hui le rapport actualisé de notre sous-commission sur la paix et la sécurité dans les Balkans occidentaux. Je me suis efforcé de tenir compte pour cette mise à jour des modifications et des suggestions proposées au cours de notre discussion de septembre. J'ai veillé à intégrer les différents amendements écrits que m'ont fait parvenir vos délégations. Je vous remercie pour les premières comme pour les seconds. C'est vrai que rien ne vaut nos échanges pour éclairer au mieux tous les aspects d'une question. Je note que j'ai reçu récemment des suggestions rédactionnelles de la délégation serbe, de la délégation ukrainienne, ainsi que quelques amendements rédactionnels américains qui trouveront à s'intégrer pleinement et sans difficulté dans le rapport. Et je suis à votre disposition éventuellement en fin de réunion pour les évoquer, mais pas de modifications substantielles ni de difficultés. Je remercie bien sûr le secrétariat international et Ethan qui ont travaillé dans des délais très contraints pour nous permettre de disposer en temps utile des documents dans les deux langues. Alors nous nous sommes vus virtuellement déjà, voilà 2 mois et demi environ. Dans ce court intervalle, la région a connu des évolutions majeures, la plus marquante étant sans doute l'accord entre Belgrade et Pristina, conclu à Washington début septembre, qui pourrait augurer de nouvelles possibilités de normalisation des relations économiques entre les deux parties, jeter de nouvelles bases pour l'instauration d'échanges économiques mutuellement bénéfiques, peut aider les protagonistes à comprendre que la coopération ouvre la voie à un avenir plus prospère. Sur le plan politique, la reprise des pourparlers directs entre Belgrade et Pristina en juillet, avec la médiation de l'Union européenne, s'est concrétisée dans la durée. Ainsi, la 5e réunion du dialogue entre Belgrade et Pristina au niveau des experts s'est tenue fin octobre. De premières avancées ont été obtenues dans le cadre de ce dialogue, notamment dans 3 domaines: la coopération économique, les personnes déplacées et les personnes disparues. Plus généralement,
il est apparu clairement en 2020 que tous les pays des Balkans occidentaux voyaient leur avenir dans une intégration euro-atlantique plus étroite, leur objectif prioritaire. L'implication de l'OTAN et de l'UE a indéniablement permis de jeter les bases solides indispensables à la paix et à la prospérité future dans les Balkans occidentaux. Chaque institution a joué un rôle décisif lorsqu'il s'est agi d'aider cette région à laisser derrière elle un passé récent déchiré par la guerre et à construire des institutions nouvelles et inclusives. L'attrait de l'adhésion, tant à l'OTAN qu'à l'UE, reste fort. L'OTAN a accueilli en son sein la République de Macédoine du Nord, vous le savez, son 30e membre en mars dernier. La Serbie, qui a exprimé sa volonté de rester militairement neutre, est un partenaire solide de notre alliance. Chaque pays de la région est également soit un membre de l'Union européenne, soit un pays aspirant à le devenir. En mars également, la Macédoine du Nord et l'Albanie ont reçu le feu vert pour entamer les négociations d'adhésion avec l'UE le même mois. Le cadre de négociation final est en cours de finalisation et l'Union a réaffirmé la perspective européenne des Balkans occidentaux dans leur ensemble. Toutefois, les enjeux sécuritaires d'hier et d'aujourd'hui demeurent des obstacles importants sur la voie menant à l'instauration d'une paix et d'une prospérité durable. Le défi majeur, c'est sans doute le défi sécuritaire, hérité du passé, et qui reste le contentieux bilatéral qui continue de poser Belgrade et Pristina, mais l'Union européenne et les États-Unis investissent une énergie nouvelle dans ce dossier avec de premiers résultats prometteurs. En Bosnie-Herzégovine, les compromis politiques de sortie de conflit conduisent à un quasi-blocage politique, économique, sociétal. Il faut toutefois saluer l'accord qui va permettre pour la première fois depuis 2008 l'organisation d'élections locales à Mostar le 20 décembre, et c'est un symbole important, ainsi que les élections locales qui viennent de se dérouler le 15 novembre. Ces dernières ont montré la volonté de changement des électeurs, leur rejet aussi de la criminalité politique et de la corruption constatée depuis la fin de la guerre en 1995. En effet, plus généralement, la région est traversée par des tendances préoccupantes, donnant lieu à un affaiblissement des institutions étatiques et entraînant un recul de la démocratie et de l'état de droit. La corruption généralisée pousse la région vers la stagnation économique et la captation de l'État par les élites, affaiblissant la capacité d'aller de l'avant et poussant des pans entiers de la population, et notamment les personnes les plus jeunes et les mieux formées, à émigrer pour trouver ailleurs des conditions de vie plus favorables. Et c'est un élément assez saillant et préoccupant. Par ailleurs, la faiblesse de l'état de droit a fait de la région une plaque tournante pour toutes sortes de trafics criminels. Les divergences ethniques et confessionnelles restent aussi des instruments de manipulation politique, de même que des vulnérabilités exploitées par des groupes extrémistes violents. Les Balkans occidentaux sont par ailleurs aussi vulnérables à l'influence d'acteurs géopolitiques extérieurs, comme la Russie, comme la Chine, qui cherchent à saper les idéaux et l'agenda politique de la communauté euro-atlantique dans la région. La Russie considère aujourd'hui encore qu'elle peut utiliser les États et les populations de la région à son avantage. Et de son côté, la Chine investit massivement dans les Balkans occidentaux, non seulement pour en faire une plaque tournante majeure de son initiative Une ceinture, une route, mais aussi pour ouvrir la voie à un élargissement de la coopération sécuritaire avec cette région. Comme on peut le lire dans le projet de rapport spécial de notre commission, la Covid-19 a eu dans les Balkans occidentaux des retombées particulièrement graves, et cela à plusieurs niveaux. Les alliés, je note, sont toutefois intervenus rapidement pour faire parvenir une aide médicale, financière, d'urgence. L'Union européenne a débloqué plus de 3,3 milliards d'euros au titre de besoins immédiats dès le mois de mai, et son nouveau train de mesures en vue de l'élargissement, présenté en octobre, faisait état d'un montant de 9 milliards d'euros en prêts d'investissement. De même, bien sûr, tant l'OTAN que l'UE n'ont pas attendu pour riposter aux campagnes pernicieuses de désinformation sur le virus, orchestrées par la Russie, par la Chine, dans la région, et leurs efforts de communication stratégique sont venus amortir l'impact de la désinformation sur le Covid-19 dans la région. Alors, chers collègues, comme nous l'avions déjà dit en septembre,
Ce projet révisé de rapport doit refléter l'engagement ferme, durable de tous les alliés vis-à-vis des Balkans occidentaux. Il indique également que l'on peut et que l'on doit en faire plus pour aider cette région à dépasser les obstacles qui subsistent sur la voie d'une paix et d'une prospérité durable. Et je conclurai au fond en rappelant ces recommandations finales. D'abord, la communauté internationale doit continuer à agir pour permettre un fonctionnement institutionnel normal en Bosnie-Herzégovine, et ce, à tous les échelons. L'accord de paix de Dayton devait uniquement constituer un point de départ. Sans doute faut-il, 25 ans plus tard, envisager un nouveau contrat politique national, cher président Turner, un Dayton 2. Il faut saluer et soutenir la nouvelle dynamique en vue d'aboutir à une solution durable au désaccord entre Belgrade et Pristina. La détermination affichée en ce sens par les dirigeants à Bruxelles et à Washington s'est traduite par l'organisation de nouveaux cycles de pourparlers de haut niveau, en vue d'ouvrir, si possible, de nouvelles pistes vers la normalisation politique et sociale. Et les parlementaires de l'OTAN peuvent trouver des matières innovantes pour appuyer cette dynamique. Ensuite, l'OTAN et l'UE doivent collaborer avec leurs partenaires en vue d'enrayer le déclin de l'état de droit et de soutenir la mise en place d'institutions solides, transparentes, démocratiques dans la région. Et c'est sans doute l'un des principaux défis à relever dans la région et le premier responsable de la plupart des autres problèmes qui y sévissent. Les parlementaires de l'OTAN, là aussi, ont un rôle à jouer dans les efforts déployés par les institutions euro-atlantiques pour instaurer un état de droit solide, équitable, inclusif dans la région. Mais il nous faut, dans cette perspective, pouvoir compter sur des partenaires capables et motivés dans la région. Enfin, l'adhésion aux valeurs communes et les standards élevés que les alliés sont tenus de respecter et que tous les pays aspirants doivent s'efforcer activement de satisfaire, de concert avec de la région euro-atlantique. Jean-Charles, we're having a bit of a technical. Jean-Charles? Right? Yes, I hear you, Ethan. Yes, I think we're having a bit of a technical difficulty. Can you repeat the last just 2 sentences of what you said, please, sir? Can everybody hear me? Right. Good. Je disais donc que l'adhésion aux valeurs communes et les standards élevés que les alliés sont tenus de respecter et que tous les pays aspirants doivent s'efforcer activement de satisfaire sont le socle sur lequel appuie notre action de concert, ensemble, avec des pays capables, motivés. Nous pouvons faire, je pense, de la région euro-atlantique au sens large un havre pour la démocratie, l'état de droit, les droits humains et le libre-échange des idées, des personnes et des marchandises. Donc, finalement, en œuvrant de concert avec leurs homologues parlementaires, les législateurs de l'OTAN peuvent apporter, de ce point de vue, une contribution particulièrement utile. Depuis des décennies, nous travaillons main dans la main avec les parlements de cette région. Et il nous faudra poursuivre sur cette voie afin de construire ensemble un avenir meilleur pour tous les citoyens de la région. Je me tourne désormais vers vous pour vos questions éventuelles, ainsi que vers le président Turner, qui est un fin connaisseur de la région. Merci. Jean-Charles, thank you for your presentation. Merci beaucoup pour cet exposé et puis pour cette déclaration très nette concernant la nécessité de soutenir la Bosnie-Herzégovine 25 ans après dans ses efforts avec éventuellement un Dayton 2. Vous avez parlé des succès qui ont déjà été atteints avec l'adhésion du Monténégro et de la Macédoine du Nord. Nous pensons aussi que les efforts qui ont été déployés entre Belgrade et Pristina vont nous aider aussi à progresser dans cette région. Voilà, alors nous allons entendre maintenant les questions et interventions des participants, en commençant par Jouazas Olekas.
Je vous donne la parole. Yes, we do. Vous m'entendez? Oui. Alors, tout d'abord, merci beaucoup pour ce rapport très intéressant, plein d'informations. Je suis tout à fait d'accord pour dire que la stabilité et la paix sont très importants pour cette région et par conséquent l'adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN sont également importants dans cet esprit. Je suis d'accord pour dire effectivement qu'il est important que nous puissions soutenir ces pays et notamment en période de pandémie. Mais ma question essaye d'approfondir un peu cette question. En tant que parlementaire de l'OTAN, que peut-on faire davantage pour les soutenir? La situation est difficile, bien sûr, avec la pandémie. Comment les soutenir dans la mise en œuvre de l'état de droit, respect des droits humains? Je crois que cette collaboration interparlementaire est très importante. Merci beaucoup. Ethan, nous avons 2 autres, intervenants qui souhaitent poser une question. Nous leur donnons la parole avant de redonner la parole à Jean-Charles pour les réponses. Car nous nous approchons de l'heure de fin de la réunion. Alors nous avons tout d'abord le colonel Bob Stewart du Royaume-Uni et ensuite Dragan Sormaz de la République serbe. Jean-Charles, merci beaucoup pour votre rapport. Ravi de vous revoir à l'écran en tout cas. En tant qu'ancien commandant des Nations unies en Bosnie, évidemment cette région m'intéresse. Puis-je vous demander, monsieur, quelle est votre évaluation du chemin parcouru par la Bosnie-Herzégovine dans ses efforts pour devenir membre de l'OTAN? Comment s'en sortent-ils? Parce que je dois dire que de mon côté, je ne suis pas très impressionnée par les progrès réalisés. Ethan, prochaine question. Dragan Sormaz de la République de Serbie. Dragan, à vous. Dragan, nouvelle tentative, s'il vous plaît. Nous essaierons d'éviter le Larsen cette fois-ci. Bonjour. Bonjour Mike, m'entendez-vous? Monsieur le rapporteur, merci beaucoup pour cet excellent travail. Nous avons lu votre rapport, bien sûr. La délégation de la Serbie se félicite de l'intérêt dont témoigne la NPA pour notre région. Merci des efforts déployés par le rapporteur pour étoffer le rapport. D'après nous, le rapport s'appuie sur la situation factuelle et reflète véritablement la véritable situation dans la région, ce qui rend ce rapport tout à fait objectif. Et pour renforcer cette objectivité, nous avons fourni des informations et des commentaires au rapporteur. Il s'agit de notre contribution, la contribution de la Serbie, une contribution qui a toujours été prise en compte jusqu'ici et nous espérons que ce rapport ne fera pas exception. Nous devons rappeler une chose, l'OTAN maintient une position de neutralité en ce qui concerne la question du Kosovo et nous pensons par conséquent que cela doit être reflété dans le rapport qui semble indiquer que le Kosovo doit être décrit comme un État indépendant. Alors, je le sais, le rapporteur est français, la France reconnaît l'indépendance du Kosovo, mais différents autres alliés ne le font pas, n'ont pas reconnu l'indépendance du Kosovo. Il y a l'accord de Bruxelles, il y a le dialogue, il y a l'accord de Washington. S'il vous plaît, aidez-nous à poursuivre ce dialogue, à le résoudre de manière pacifique.
Et je crois qu'il est important de dire que, comme beaucoup de rapports de la NPA, vous utilisez des sources provenant d'ONG, et ça c'est vrai pour d'autres rapports également. Nous pensons que les sources officielles doivent être utilisées, telles que par exemple les sources officielles du site internet de l'OTAN. Par exemple, en ce qui concerne la réunion du secrétaire général de l'OTAN, et on ne fait pas référence au Premier ministre Otki, mais on fait référence à Monsieur Abdullah Oti du Kosovo et de sa rencontre avec le secrétaire général Stoltenberg. C'est très important pour nous en Serbie de pouvoir conclure ce dialogue et de pouvoir devenir membre de l'Union européenne et de faire en sorte que ce dialogue soit couronné de succès. S'il vous plaît, veuillez nous aider, très chers collègues. Merci. Merci. Jean-Charles, souhaitez-vous répondre à l'ensemble de ces questions? Et juste après votre intervention, nous poursuivrons. Chers collègues, je vais prendre les questions dans l'ordre inverse des prises de parole en répondant d'abord à notre collègue serbe, M. Sormaz, en le remerciant ainsi que toute sa délégation pour les amendements et remarques qu'ils ont bien voulu me faire parvenir. Alors, en effet, il me paraît important de pouvoir s'en tenir à un langage agréé autant sur un certain nombre de passages qui pouvaient en creux inviter ou en tout cas prêter à des interprétations qui ne sont pas forcément dans l'esprit du rapport. Et donc, par exemple, quand on parle de frontières, moi je suggère qu'on parle plutôt de gouvernement ou de coopération sur le terrain. Nous trouverons un point d'entente dans un échange avec le secrétariat sur ces questions qui ne posent pas de difficultés, je tiens à vous rassurer immédiatement. J'ai noté également par ailleurs des commentaires tout à fait intéressants arrivés récemment sur le mini Schengen mis en œuvre depuis 2019 et qui commence à produire des résultats. Et nous trouverons certainement dans le courant du rapport un paragraphe se prêtant à une mention à ce mini Schengen. Donc merci pour ces différentes remarques. S'agissant de la question de Bob Stewart, qui connaît bien la région, merci Bob, et ravi de vous revoir virtuellement. Oui, la situation en Bosnie, évidemment, est toujours tendue, est toujours préoccupante. Oui, les relations entre entités ou entre communautés sont toujours délicates. Bien sûr, les choses progressent, mais les choses progressent lentement. J'ai signalé évidemment les progrès qui ont, notamment en matière électorale, qui ont pu être faits, mais le pays est toujours gangrené par des questions profondes de corruption, par des tensions qui sont latentes. Donc je crois que l'ensemble des partis font des efforts pour converger, pour progresser dans ce processus d'adhésion, mais avec les limites que nous connaissons également et que c'est notre rôle d'encourager les partis à y arriver de la manière la plus satisfaisante possible. Enfin, Monsieur Olekas, qui posait, alors j'ai eu un petit problème de connexion, mais je crois comprendre que la question portait plus précisément sur ce que nous pouvions faire, nous, en tant que parlementaires de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. C'est vrai que dans cette période un petit peu compliquée, marquée par la pandémie, les relations interpersonnelles directes sont plus difficiles, mais néanmoins, une réunion comme celle que nous avons aujourd'hui permet d'échanger précisément. Nous continuons bien sûr à entretenir chacun d'entre nous et chacune des délégations des liens, y compris en dehors de ces réunions et de ces conférences comme celle d'aujourd'hui. Il faut continuer à le faire, évidemment, et le plus intensément possible, au-delà, bien sûr, de toutes les initiatives dans la présentation du rapport, qu'elles viennent de l'UE et ou des nations alliées et des instances euro-atlantiques. Voilà, je vous remercie. Jean-Charles, thank you for those comments. Jean-Charles, merci beaucoup pour ces commentaires. Puisqu'il n'y a pas d'autres interventions ou d'autres questions, nous allons passer à l'adoption du rapport. Le rapport de Monsieur Larsonneur sur les principales difficultés rencontrées dans le maintien de la paix et de la sécurité dans les Balkans occidentaux. Nous allons mettre le rapport aux voix. Le scrutin est lancé et le décompte également.
Très bien, nous allons interrompre le compte à rebours et publier les résultats. Nous avons 24 voix pour, pas d'abstention, pas de voix contre. Alors, ce qui est un peu triste avec ces réunions virtuelles, c'est que Jean-Charles, vous n'entendrez pas les applaudissements qui viennent saluer votre travail. Merci beaucoup. Voilà qui conclut notre ordre du jour. Je ne crois pas que nous ayons d'autres points à l'ordre du jour. Ethan, je vous rappelle que nous nous réunirons à nouveau demain à la même heure en fonction de votre zone horaire. Demain, nous parlerons de la modernisation des forces armées russes et nous procéderons également aux élections. Je vous souhaite une bonne journée et je vous attends demain à la même heure. Merci beaucoup. Merci.